L'imagerie médicale évolue sans cesse grâce aux contributions de domaines scientifiques comme la physique, la chimie, les mathématiques, les sciences de l'ingénieur et la médecine. Les 3 dernières décennies ont vu des avancées significatives de l'imagerie médicale. De nouvelles modalités d'imagerie à 2 dimensions, 3 dimensions et plus sont devenues très importantes en radiologie diagnostique. Aujourd'hui, établir certains diagnostics ou évaluer la sévérité de certaines pathologies ne pourrait se faire sans l'aide de l'imagerie médicale. Si l'imagerie médicale est devenue l'un des sous-domaines les plus importants de l'imagerie scientifique, elle le doit en partie au progrès rapide et continu de la tomographie par reconstruction et au développement concomitant des méthodes d'analyse et de diagnostic par ordinateur. L'objectif général de l'imagerie médicale est de donner des informations sur les processus physiologiques du corps ou sur les organes en utilisant des sources de rayonnement extérieurs ou intérieurs ou une combinaison des deux. En pratique, on peut distinguer 4 modalités principales d'imagerie communément utilisées aussi bien en médecine clinique qu'en recherche. Les scanners ou tomodensitométrie, la scintigraphie et la tomographie par émission de positrons utilisés en médecine nucléaire, l'échographie et l'imagerie par résonance magnétique. La radiographie et le scanner utilisent des rayons X comme source d'énergie externe pour réaliser une imagerie anatomique très précise. Les rayons X sont des radiations ionisantes plus ou moins atténuées en fonction de la densité des tissus traversés. Les images obtenues mesurent les coefficients d'atténuation de rayons X. Des produits de contraste à base d'iode peuvent être nécessaires pour visualiser certains organes. Les ultrasons sont un autre exemple de source d'énergie extérieure. Ce sont des ondes acoustiques non ionisantes imperceptibles à l'oreille humaine. Une sonde appliquée contre la peau en regard de l'organe à étudier émet des ultrasons qui traversent les tissus puis sont renvoyés à la sonde sous la forme de plusieurs échos. Les échos sont analysés par un système informatique et transformés en temps réel en images échographiques. Les modalités d'imagerie utilisées en médecine nucléaire utilisent une source d'énergie interne pour produire des images du corps humain. Des radioéléments sont injectés en petite quantité dans le corps pour interagir avec des organes ciblés ou des tissus à étudier. Ensuite, une gamma caméra couplée à un ordinateur recueille et analyse les rayonnements gamma émis par un isotope. Ce principe est appliqué à la scintigraphie et à la tomographie par émission de positrons. Ces modalités d'imagerie en médecine nucléaire donnent des informations métaboliques sur des fonctions physiologiques des organes. L'imagerie par résonance magnétique utilise des rayonnements magnétiques externes
produit par une bobine magnétique placée autour du patient pour stimuler des noyaux anatomiques ciblés. Les protons d'hydrogène excités deviennent la source interne d'énergie qui fournira les signaux électromagnétiques à travers le processus de relaxation. Ces signaux sont captés et convertis en images. L'imagerie par résonance magnétique fournit des images haute résolution des tissus mous du corps humain avec d'excellentes capacités de caractérisation. Les images biomédicales, notamment celles obtenues par microscopie optique et par microscopie électronique, à balayage ou à transmission, sont aussi très importantes en médecine et leurs domaines d'application sont innombrables. Citons dans cette catégorie l'imagerie par fluorescence, une modalité de plus en plus répandue qui utilise une source d'énergie extérieure ultraviolette pour stimuler les molécules biologiques internes. Ces dernières absorbent l'énergie ultraviolette et devient des sources internes d'énergie qu'elles émettent dans la gamme de longueurs d'onde électromagnétiques visibles. Le traitement d'image comprend un nombre important de méthodes qui agissent sur une image pour produire une autre image. Les changements introduits par ces méthodes ont généralement pour but d'améliorer la visibilité des caractéristiques et des détails des images ou de faciliter une analyse de ces images ou encore d'améliorer les images à des fins d'impression. L'analyse d'images permet d'obtenir à partir des images par une combinaison de techniques de traitement d'images et de mesure de données numériques. Ces données quantifiées peuvent ensuite être analysées statistiquement et faire l'objet de prises de décision et de représentation graphique. La transformation d'un signal analogique en signal numérique nécessite deux étapes. La première est une discrétisation dans l'espace. On la nomme échantillonnage. Quand elle est réalisée en deux dimensions, l'échantillonnage détermine la taille de l'image, c'est-à-dire sa hauteur et sa largeur. La deuxième étape consiste dans la discrétisation des niveaux de gris pour les images monochromes ou des composantes. Pour les images couleurs, on l'appelle quantification. Le résultat de ces deux étapes est une image numérique constituée de pixels. Le nombre de pixels d'une image est déterminé par l'étape d'échantillonnage. Le nombre de valeurs que peut prendre un pixel dépend de la quantification. Une image noir et blanc est dite monochrome ou en niveau de gris. La valeur d'un pixel est la plupart du temps en nombre entier ou en vecteur. Pour une image en niveau de gris, la valeur des pixels est en général codée sur 8 bits. Elle peut alors prendre 256 valeurs différentes et varier de 0 à 255. En imagerie médicale, pour augmenter le nombre de niveaux de gris que l'ordinateur peut distinguer, le codage
peut aller jusqu'à 16 bits et les pixels prendre 65 536 niveaux de gris différents. L'histogramme d'une image montre la distribution des pixels dans l'image. C'est un graphique à deux dimensions avec en abscisse les valeurs que les pixels peuvent prendre et en ordonnée pour chaque niveau de gris possible. Le nombre de pixels présents dans l'image. L'histogramme permet de voir immédiatement si l'image est plutôt sombre, plutôt claire, peu ou très contrastée. Il permet de déterminer les premiers pré-traitements utiles pour faciliter l'analyse ultérieure. En revanche, il ne fournit aucune information sur la répartition spéciale des pixels car deux images complètement différentes peuvent avoir le même histogramme. Une image couleur peut être décomposée en trois composantes. La décomposition en couleur primaire, RVB, rouge, vert, bleu, et la répandue. On parle de système de couleurs additifs car toutes les autres couleurs peuvent obtenues par addition pondérée de ces trois couleurs primaires. La valeur d'un pixel d'une image couleur est un vecteur à trois composantes. D'autres décompositions sont possibles. Elles peuvent être reliées à la précédente par des équations linéaires ou non linéaires. Citons par exemple la décomposition TSI ou TSL. Teinte, saturation, illumination ou luminosité. En imprimerie, on utilise plutôt la propriété d'absorption des couleurs avec la décomposition CMGN. Cyan, magenta, jaune, noir. On parle de synthèse soustractive. En imagerie médicale diagnostique, les images montrent en niveau de gris les propriétés physiques des corps traversés par les rayonnements. Les images de scanner représentent l'atténuation des rayons X lors de la traversée du corps examiné. Il peut être intéressant d'ajouter de la couleur afin de mieux discerner les caractéristiques de l'image. Ainsi, on ajoute de la fausse couleur aux images ultrasonores Doppler pour colorer le flux sanguin en rouge ou en bleu suivant qu'il s'approche ou qu'il s'éloigne du capteur. L'intensité de la couleur est de temps plus importante que la vitesse du flux est grande. La propriété principale d'un algorithme de compression en vue du stockage des images est le taux de compression qu'il permet. Différentes définitions du taux de compression sont utilisées couramment. Une définition simple dont le taux de compression sous forme de rapport. La rapidité de la compression et de la décompression est aussi un critère de choix, surtout si l'objectif est la transmission des images. Dans ce cadre, la compression n'est en effet utile que si la transmission de l'image non compressée prend plus de temps que la compression, la transmission de l'image compressée et sa décompression. Il existe deux familles d'algorithmes de compression, les algorithmes de compression sans perte et les algorithmes de compression avec perte.
L'image qui résulte d'une compression avec perte diffère par définition de l'image non compressée. Les techniques de compression sans perte produisent des fichiers compressés à partir desquels on peut reconstruire exactement l'image d'origine. On montre en théorie de l'information qu'il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut compresser plus une image sans perdre de l'information. Cette limite correspond à l'entropie de l'image. Les taux de compression d'image atteints par les techniques sans perdre sur les images médicales sont en général relativement faibles, moins de 50%, car elles comportent rarement des motifs répétitifs. Pour atteindre des taux de compression plus importants, il est nécessaire d'utiliser des techniques entraînant la perte d'une partie de l'information contenue dans l'image, celle qui est moins importante pour l'interprétation et l'analyse d'images. La dispersion mesurée entre l'image compressée et l'image non compressée étant des critères de choix de la méthode à employer. Le format JPEG est très utilisé dans les appareils photographiques numériques et sur Internet. Il permet de coder des images colorées 24 bits selon un taux de compression variable ou sans perdre d'informations. En imagerie médicale, la compression d'une même image a des taux différents à l'intérieur et l'extérieur d'une région d'intérêt présente une utilité certaine. En effet, les images médicales sont centrées sur les organes sur lesquels porte le diagnostic région d'intérêt qui doit donc être compressée sans erreur. Elle comporte en périphérie de grandes régions sans intérêt diagnostiques qui peuvent être compressées avec un taux d'erreur important. Le stockage des images sur disque se fait suivant des formats standardisés qui mettent en œuvre des algorithmes de compression. Les principaux formats qui présentent des avantages du point de vue du traitement d'images sont les suivants. Le format GIF est un format d'image couleur codée sur 8 bits. Le format TIFF est un format qui gère les images couleur codées sur 24 bits et il est adapté à l'impression des images. Le format PNG est l'un des formats les plus polyvalents. Il peut gérer des images codées sur 48 bits. Les formats d'images précédents ne répondent pas aux besoins complexes de gestion des images dans le milieu médical. On y utilise le format DICOM développé sur l'impulsion des constructeurs de matériel d'imagerie médicale et des radiologues américains. Plus qu'un format DICOM est un véritable standard utilisé dans les systèmes d'imagerie médicale du monde entier. Un fichier DICOM contient d'une part en tête et d'autre part l'image elle-même qui peut être une image de dimension supérieure à 2. DICOM a été conçu pour permettre l'interopérabilité de systèmes d'imagerie hétérogènes construits par des sociétés
qualités différentes. En traitement d'image, on dit que l'on se situe dans le domaine spécial quand on travaille directement sur les pixels de l'image. Après transformation de Fourier, on obtient une nouvelle image dans le domaine fréquentiel. Les traitements peuvent s'effectuer dans le domaine spécial ou dans le domaine fréquentiel. Dans ce dernier cas, on effectue une transformation inverse après le traitement dans le domaine fréquentiel pour revenir dans le domaine spécial. Dans le domaine spécial, il y a deux cas de figure. Dans le premier, la valeur d'un pixel dans l'image résultat dépend uniquement de celle du même pixel dans l'image d'origine. On parle de transformation pixel à pixel. Dans le second cas, la valeur du pixel dans l'image résultat dépend de celle des pixels se trouvant dans un voisinage immédiat du pixel considéré dans l'image d'origine. On parle de transformation de voisinage. Les méthodes d'amélioration utilisent des techniques destinées à produire des images plus faciles à interpréter ou à traiter. Les buts généralement poursuivis sont de rehausser les contrastes ou la dynamique de l'image ou encore de diminuer ou d'éliminer de bruit. Les transformations pixel à pixel utilisent normalement une table de transcodage. Une méthode courante d'amélioration dans le domaine spécial est l'égalisation d'histogrammes. Dans cette opération généralement effectuée automatiquement, on essaie de transformer l'histogramme de l'image d'origine en un histogramme plat, uniforme et dit égalisé dans lequel chaque valeur de pixel est représentée le même nombre de fois dans l'image résultat. L'image résultat a en général une apparence améliorée. Dans les diapositives précédentes, les pixels étaient considérés de manière indépendante, sans tenir compte des pixels voisins. Maintenant, nous allons aborder un ensemble de traitements qui tiennent compte du voisinage immédiat des pixels traités. Ces traitements réalisent deux types de filtres, ceux qui utilisent l'opération de convolution spéciale et les filtres de rang. L'un des objectifs du traitement d'image est de séparer l'image en composantes ou en régions qui ont du sens dans le cadre d'une analyse particulière. On parle de segmentation de l'image. Il peut s'agir par exemple de compter de mesurer les cellules dans certains types dans un prélèvement sanguin. Il peut aussi s'agir de reconnaître une tumeur dans une image du cerveau afin d'en mesurer précisément la position et les dimensions ou délimiter la matière blanche et la matière grise du cerveau non atteinte par la tumeur. Avant de mesurer les caractéristiques des objets dans une image, il faut les étiqueter, c'est-à-dire reconnaître tous les pixels qui appartiennent à un objet donné.
Une couleur particulière peut être attribuée à chaque objet étiqueté. On peut alors repérer les objets et déterminer leurs propriétés dimensionnelles. La classification consiste à répartir les objets mesurés dans une image en classes. C'est souvent la dernière étape de l'analyse d'image. On essaie de l'automatiser autant que possible pour aider au diagnostic médical. Elle fait souvent appel à des techniques statistiques, aux réseaux neuronaux ou aux algorithmes génétiques. Les différentes modalités d'image médicale donnent des informations complémentaires qu'il est très souvent utile de combiner pour améliorer le diagnostic. C'est ainsi que l'on peut fusionner par exemple les informations fonctionnelles d'une image tomographie par émission de positrons avec la précision anatomique d'une image scannée. En effet, comme les cellules cancéreuses ont la particularité d'accroître leur consommation en glucose, la tomographie par émission de positrons utilise comme traceur radioactif le 18-FFDG, un sucre analogue au glucose marqué au fluor 18 qui s'accumule dans les zones cancéreuses. L'image fusionnée ci-dessous combine l'image fonctionnelle obtenue par tomographie par émission de positrons d'une tumeur du sang avec l'image anatomique scannée plus nette et plus précise. La fusion d'images nécessite que les images à combiner soient définies sans le même repère géométrique. Ce n'est jamais le cas pour des images de modalités différentes. Il est donc nécessaire d'estimer la transformation spatiale relative qui permet de passer du repère géométrique d'une des images à celui de l'autre. C'est ce que l'on nomme recalage d'image. En imagerie médicale, le recalage d'image est une opération dont on a fréquemment besoin quand on veut fusionner des images de modalités différentes du même patient, quand on veut mesurer l'évolution d'une pathologie sur des images de même modalité d'un même patient acquises à des moments différents, quand on veut superposer des images d'un patient ou de plusieurs patients en atlas. L'augmentation constante des possibilités diagnostiques des systèmes d'imagerie médicale se traduit en milieu hospitalier par un accroissement régulier de la production d'images numériques, dont il faut favoriser l'accès et l'analyse, la circulation et l'archivage. Les systèmes d'information hospitaliers intègrent de plus en plus des réseaux spécialisés appelés PACS, Picture Archiving and Communication System, pour les images, ou RIS, Radiology Information System, pour les autres données. Les PACS, systèmes d'archivage et de transmission d'images,
comprend les ordinateurs, les réseaux et les systèmes d'imagerie consacrés au stockage, à l'accès et à la communication des images médicales au format DICOM. Il gère les images numériques d'origine diverses comme les échographies, les scanners, les imageries par résonance magnétique, les radiographies, etc. Le PACS s'intègre au RIS, le système d'information de radiologie utilisé par les départements de radiologie pour gérer les informations administratives des patients, identification, demande d'examen, facturation, etc. Le traitement numérique efficace des images médicales nécessite une bonne connaissance des modalités d'acquisition des images. Les caractéristiques des données collectées dans un environnement spécifique doivent être bien comprises pour sélectionner ou développer des méthodes pour un traitement, une analyse et une interprétation précise et utile. En médecine, un nombre considérable de méthodes de traitement et d'analyse d'images ont été développées pour différentes applications de segmentation, d'analyse et de reconnaissance de forme. Elles permettent d'améliorer et d'étendre le champ des méthodes non invasives de diagnostic. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.